d'affaires Seydan, bonjour. Bonjour Hichem Benyaïch. Vous êtes professeur à la Schema Business School et vous êtes aussi le responsable du laboratoire des idées du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Vous venez de co-signer un livre très important sur la banque avec Alain Lenoir qui s'appelle « Les banques africaines, les grands défis ». D'abord, comment vous avez structuré votre travail pour aborder la problématique que vous avez évoquée dans ce livre? Alors, merci Hichem pour cette question et pour comprendre au fond le contexte dans lequel s'est développé ce travail collectif. Il faut peut-être rappeler au fond un peu le rôle que joue le club et le laboratoire des idées dans cette initiative. Je voudrais juste rappeler l'importance de cette démarche et notamment l'article 4 des statuts du club qui indique que le club est destiné à satisfaire les besoins d'information et de formation de ses membres et à accompagner la réflexion des dirigeants des banques africaines. Et ce que nous avons fait tout simplement et très modestement, c'est au fond faire parler la grande muette. Parce qu'il y a deux grandes muettes, on parle de l'armée, mais il y a aussi le secteur bancaire et ça relève au fond d'un miracle d'avoir réussi à partager des idées, à faire parler ces dirigeants de banque, évidemment en essayant, en ce qui me concerne, et c'est pourquoi j'ai participé à la direction de cet ouvrage, de les faire parler au fond un peu selon les normes académiques usuelles pour que ce discours puisse être diffusé auprès d'un grand auditoire. Alors le grand défi aujourd'hui, surtout après cette période que nous vivons avec le Covid et cette déstabilisation mondiale, d'abord, pour entrer dans les problématiques évoquées, est-ce que vous pourriez nous détailler? Je vois que le livre aussi a été rédigé par une quinzaine d'auteurs. Vous avez chapeauté, donc je rappelle, ce travail avec Alain Lenoir. Mais comment vous avez esquissé ces thèmes qui sont les tendances des stratégies, la réglementation, les grandes mutations aussi des banques et le financement. Donc expliquez-nous un peu la cuisine interne et comment vous avez réparti la tâche. Alors, tout d'abord, cet ouvrage fait suite à celui qui a été publié déjà en 2016, qui s'intitule « Banque et finances en Afrique, les acteurs de l'émergence », dans lequel on a essayé de montrer comment les banques jouaient leur rôle véritablement de moteur de la croissance dans le continent et accompagner justement cette émergence. Dans cet ouvrage, nous avons insisté sur les grands défis. Évidemment, on ne pouvait pas, si je puis dire, ignorer le défi récent, à savoir la pandémie, le Covid-19, sur lequel aussi nous avons réfléchi et ça a été un apport considérable et je dirais même une opportunité puisque nous avons dépoussiéré de vieux documents qui existent dans les stratégies des banques, qu'on appelle les PCA, les plans de continuité d'activité. Et grâce à l'initiative… Expliquez-nous justement cette dimension qui est très peu connue, le PCA. Voilà. Alors, grâce justement à, si vous voulez, au travail collectif dirigé par Jonas Iliadin, qui est membre de notre laboratoire, nous avons réussi à faire parler là aussi les banquiers sur, au fond, un peu les mesures qu'ils prenaient pour faire face à des crises, à des chocs, à des impondérables dans le fond. Et on s'est aperçu que ces PCA n'étaient pas aussi bien mise à jour qu'on le souhaitait. Et donc la crise a été une grande opportunité justement pour revoir un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de process, un certain nombre de mesures pour justement faire face à ces crises. Mais au-delà du PCA, l'ouvrage s'est concentré sur une autre problématique très importante, à savoir les modèles de banque en Afrique. Justement, parlez-nous de ces modèles. D'abord, comment les définir aujourd'hui ? Dans cette Afrique de 1,3 milliard d'habitants, avec une complexité aussi de systèmes, de modèles. Parlez-nous un peu de ça. Tout à fait. Alors, comme vous le dites très bien, l'Afrique est plurielle, l'Afrique est complexe aussi. C'est un continent qui est riche de ressources humaines, mais aussi très complexe.
Et effectivement, il y a une diversité de banques. Alors, nous avons essayé, modestement, naturellement, de synthétiser, au fond, d'avoir une sorte de, j'allais dire, de taxinomie, au fond, du système bancaire, une sorte de typologie. Et il se trouve, disons, il y a deux grandes tendances qui se dégagent. Mais peut-être avant même de rappeler ces deux grandes tendances, Hicham Benaïch, moi, j'aimerais quand même, l'histoire est importante, revenir un tout petit peu à l'histoire si on veut comprendre les modèles actuels. Rappelez-vous les modèles de banque d'avant la colonisation et pendant, pardon, la colonisation. C'est ce qu'on appelait les comptoirs coloniaux. Les comptoirs coloniaux, c'était au fond ce qui préfigurait au fond un peu les banques actuelles. Ces comptoirs qui étaient connectés sur les besoins commerciaux des colonies, hein, des métropoles. Et puis sont venues les indépendances. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu apparaître ce que certains appellent la banque à papa, c'est-à-dire la banque européenne, au fond, avec ses process modernes importés dans nos grandes métropoles, dans nos grandes villes, mais qui n'avaient pas véritablement d'embranchement, d'ancrage dans nos terroirs. Et puis, enfin, les années 2000. Les années 2000, on voit apparaître une véritable culture bancaire, et je dirais, dans le fond, on voit que ces années 2000 nous montrent qu'on a plus besoin de banquiers que de banques en Afrique, c'est-à-dire de culture bancaire, de personnalité. Et ce que nous avons pu remarquer dans cet ouvrage, mais aussi dans les travaux que nous menons au sein du laboratoire, c'est qu'au fond, il y a autant de modèles que de personnalités bancaires africaines, que de banquiers africains, car chaque banquier va laisser son empreinte lors disons, de la fondation de la banque. Je ne vais pas les nommer, mais voilà. Alors, de cela se dégagent deux grands modèles, si vous voulez, pour simplifier. La banque universelle, oui, orientée détail, hein, orientée détail, qui est véritablement au service des particuliers à travers le mobile et autres. Alors évidemment, il y a Ecobank, il y a Orabank, il y a Coris Bank, etc. Mais nous avons aussi une autre population de banques aussi qui se développe. Ce sont des banques universelles orientées BFI, banques de financement et d'investissement, qui se veulent s'adresser un peu aux corporates, qui sont naissantes au demeurant, qui se veulent s'adresser à l'asset management, c'est-à-dire au gros patrimoine et autres, à la gestion d'actifs. Et donc, cet embryon qui est symbolisé au fond en gros par la BGFI hein, est en train de se développer et on souhaiterait justement que ce deuxième segment, ce deuxième modèle se développe davantage pour véritablement apporter les fonds nécessaires à l'émergence des projets, des initiatives qui ne manquent pas sur le continent. Il y a un aspect qui est vraiment qui préoccupe plein les professionnels notamment, c'est la réglementation. C'est-à-dire que de plus en plus, l'univers se complexifie et les choses. Comment ça se passe à ce niveau, à l'intérieur des banques, pour cette mise à niveau et suivre cette exigence qui est par les régulateurs un élément clé de voûte. Tout à fait. C'est, je dirais, l'un des grands défis ou l'une des... Allez, c'est un angle mort encore. C'est un peu la question qui fâche, la question de la réglementation. Vous savez que les banquiers n'aiment pas être trop réglementés. Et d'ailleurs, quelque part, ils sont peut-être surréglementés sur certains segments d'activité, il faut le reconnaître. Mais je dirais, lorsqu'on parle de réglementation, il y a un concept un peu nouveau qui arrive, c'est la compliance, la conformité. Et là, si vous voulez, la conformité, elle doit se conjuguer au dual, hein, si vous voulez. Hein, il y a deux types de conformité. Il y a la conformité classique, c'est-à-dire la conformité à la réglementation bâloise, les ratios prudentiels, hein, les fonds propres suffisants, etc. Et là, je pense qu'on est plus ou moins dans les clous hein, et même assez bien avancé sur cette réglementation. Il y a, il y a une deuxième réglementation, une deuxième conformité sur laquelle on va devoir aussi réfléchir. Elle est double. C'est la conformité par rapport à la RSE, d'accord, la responsabilité sociale des entreprises, c'est un grand point d'interrogation, et la conformité par rapport à tout ce qui est nouvelle technologie. Je m'explique. Il y a une crainte véritable, et là nous l'avons exprimé à maintes reprises dans nos réunions du club, c'est que ces nouvelles technologies sont en avance par rapport à, si je puis dire, à la compréhension du régulateur. Il y a un décalage, vous voyez, et donc il est très important
que le régulateur puisse avoir en tête la nécessité de préserver le tiers de confiance institutionnel. Hein, ça doit être, au fond, comme des écritures bibliques. Il ne faut pas y toucher. Le tiers de confiance institutionnel, qui est la banque ou la banque centrale, en physique, si je puis dire, en humain, par des tiers de confiance numérique. Le numérique, c'est bien, mais il faut savoir ne pas dépasser un certain seuil au-delà duquel on risque de perdre son âme. Mais comment expliquer aujourd'hui ce paradoxe, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est entre 12 et 15% de bancarisation, on est vraiment à un niveau extrêmement bas, alors que le continent reste, tout est à faire dans ce continent en termes de développement, en termes de projets. Comment expliquez-vous ce décalage et cette espèce de fossé, je dirais? Hichem Benaïch, ce que vous décrivez, c'est l'instant T. Nous, ce que nous essayons de faire, au fond, dans le club, c'est la projection qui nous intéresse. C'est qu'est-ce qui va se passer dans les 30 ans. Et ça, je pense que cette réflexion, elle est très importante, il faut l'encourager. Et lorsqu'on se projette, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nous avons un potentiel extraordinaire. Un potentiel, je dirais, il suffit de se baisser pour ramasser des richesses en Afrique, hein, au-delà des richesses du sous-sol. Oui, pourquoi? Un potentiel pour la banque de détail. Tout est à faire, comme vous l'avez très bien dit. Hein, le taux de bancarisation est faible. Il est sans doute, bon, dans certains pays, un peu plus de 12%. Hein, voilà. Mais nous sommes encore très loin d'avoir fait le plein. Et ça présente une opportunité. Ça représente, je dirais, une nécessité, un challenge pour le banquier, pour qu'il puisse innover, savoir capter cette clientèle, savoir la mettre dans son giron. Et là, ça nécessite évidemment des produits financiers innovants. Et franchement, le continent regorge de capacités innovatrices. Nos banquiers, pour les avoir fréquentés et discuter avec eux, si je puis dire en live, ont une capacité d'innovation formidable. C'est-à-dire qu'on a le sentiment aussi que le digital est le mot miracle, le mot magique qui mobilise les gens. Mais la réalité, c'est que le digital, c'est peut-être même une menace pour la banque classique. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'adaptation, de mutation profonde pour anticiper cette avancée qu'on a du mal déjà à préciser. Hein. Alors, Hichem Benaïch, moi je pense qu'il faut avoir à l'esprit deux choses. Un, on ne peut pas faire de la banque avec des slogans, et je vous rejoins. Hein, se gargariser de RSE, comment dire, de digital, etc. Mais il faut aussi reconnaître une chose, c'est qu'en Afrique, nous sommes en train de vivre un leapfrog, un saut de grenouille aussi. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Quand vous voyez un guerrier Maasai en train de s'occuper de son troupeau avec sa tenue traditionnelle, hein, et scotcher à son oreille un smartphone pour vérifier la météo, pour vérifier un certain nombre de données, eh ben, ça vous montre que Rostov a tort aujourd'hui. Les théories économiques qu'on a enseignées à nos élèves, elles doivent être révisées. Et là, je rejoins franchement le président Moussa Diallo qui a du Mali, qui a cette capacité à remettre, disons, à discuter un peu ces vieilles théories. Et j'aime bien quand il dit, il faut revoir au fond ces théories et il faut repenser le système de formation, il faut même repenser le système de régulation. Il y a dans la régulation baloise des choses qui ne sont pas adaptées à l'Afrique. Donc, tout ça pour vous dire que, dans le fond, ce saut de grenouille est en train d'être fait. Le digital n'est pas simplement un leitmotiv comme ça qu'on répète, mais c'est aussi une réalité qui répond à un besoin et qui se traduit, au demeurant, par des baisses de coûts de transaction concrètes. Quand vous recevez votre salaire sur votre smartphone et que vous pouvez, à partir de votre smartphone, faire des transactions, acheter votre bouteille de lait et vaquer à vos occupations, etc., c'est une réalité. Je vais vous dire une chose, je vais vous donner un exemple. La fois où j'ai pu comprendre, toucher du doigt véritablement ces applications, c'est à l'université de Tchang. L'université de Tchang se trouve au Cameroun,
une célèbre université bien connue, et je salue son doyen. Et donc, mes élèves étaient tous dotés d'un smartphone avec, je veux dire, zéro cash. Ils n'avaient pas de cash dans leur poche. Ils achetaient le casse-croûte avec le smartphone, voilà, etc. Donc, si vous voulez, c'est une réalité, je pense, et nous ne sommes pas en train de nous gargariser de mots creux. Je crois que cette époque est dépassée. Oui, mais l'autre aspect dont on ne parle pas beaucoup, c'est aussi cette dimension de formation, d'encadrement. C'est-à-dire que vous avez besoin de ces hommes-là et de ces femmes pour pouvoir suivre cette évolution et surtout lui donner le contenu et la dimension nécessaire professionnelle. Alors, ce qui est assez intéressant ici, et vous avez tout à fait raison là aussi, la formation est le nœud de la guerre, hein, notamment dans la banque. Si on veut faire avancer, si je puis dire, sa banque, il faut investir dans les bonnes ressources humaines et il ne faut pas négliger la qualité des ressources humaines. Là, si vous voulez, bon, la question est simple. Aujourd'hui, on voit très bien que ce gap, le gap numérique, le gap digital, le gap en matière de connaissances est en train de diminuer considérablement. Il y a aujourd'hui des MOOC en ligne, il y a des cours en ligne, on peut accéder à ce que propose Harvard, on peut accéder à ce que proposent les prestigieuses universités partout dans le monde. Et croyez-moi que les Africains ne se privent pas de cette possibilité et on voit très bien je veux dire, parmi les meilleurs ingénieurs informatiques au monde, je veux dire, on a le continent africain qui regorge aussi de ses capacités, qui est même en train d'exporter, pour vous dire les choses très clairement. Il n'y a pas uniquement les banques, il y a aussi les bourses, les fonds d'investissement, le private equity. C'est-à-dire que comment tout cela s'articule dans cette Afrique où en réalité tout naît et en même temps tout est à mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a ce défi de l'urgence et de la contrainte de s'installer sur la durée. Alors, il faut le reconnaître, hein, je pense, des talons d'Achille. Il y a des choses justement qui peuvent nous interroger. Alors, parmi ces choses, je vais commencer tout d'abord, si vous permettez, par ce risque systémique potentiel qui pèse sur nos économies. C'est-à-dire, à chaque avantage, au fond, il y a un inconvénient. Aujourd'hui, nous avons réussi, et il suffit de regarder les chiffres, à implanter des banques de la même marque partout en Afrique. Si vous prenez l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, vous avez des banques qui sont installées, pour ne pas les nommer, dans pratiquement tout le continent, dans 39 pays pour certaines, d'autres dans une douzaine de pays. Et donc, si vous voulez, tout cela est un avantage. Ça facilite le commerce, ça booste les relations entre pays, surtout qu'on bénéficie d'une monnaie commune, en tout cas du franc CFA. Donc, tout cela est un avantage. Mais face à cela, et là, avec mes collègues Babacar Sen, professeur Sen de l'université Cheikh Anta Diop, mais aussi Désiré Kanga de la BCAO, on réfléchit, on est en train de s'interroger, est-ce qu'il n'y a que des avantages? Est-ce qu'il n'y a pas un risque systémique? Ça veut dire que si, par exemple, il y a un choc dans un pays, est-ce que ça ne risque pas de se répercuter sur les autres pays? Donc, il y a des clusters qui présentent un risque potentiel. Et ça, c'est un message que nous souhaitons, nous publions des papiers là-dessus, hein, dans le cadre notamment du laboratoire, nous essayons d'attirer l'attention du régulateur sur ce risque systémique potentiel. Alors, il y a d'autres problématiques, bien entendu, qui posent problème, et je vais être franc avec vous. Quand vous regardez le bilan des banques, hein, on peut mieux faire. Hein. Vous savez que la concurrence est rude, donc il y a mécaniquement une baisse à l'actif et au passif des dépôts et des crédits, enfin un ralentissement, on va dire. Donc la marge d'intérêt est moins confortable pour les banques automatiquement. Pour maintenir le PNB, en tout cas à flot, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les commissions. Hein, c'est-à-dire, voilà. Et donc, si vous voulez, cette péréquation tarifaire, si on pouvait l'éviter, ce serait bien, hein, l'intérêt, si vous voulez, de l'économie. Donc, tout n'est pas rose. Hein, on n'est pas en train de dire que tout est rose. Il y a encore des choses, je pense, à rectifier,
en tout cas, que nous discutons librement, et c'est ça qui est formidable. Avant de terminer l'entretien, c'est peut-être, vous êtes le trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. C'est que ces deux mondes, il y a des avancées, un développement asymétrique, je dirais. Comment analysez-vous les passerelles entre ce monde-là? Comment profiter l'un de l'autre? Et surtout qu'il y a des banques panafricaines, notamment marocaines, qui ont cette profondeur maintenant en Afrique. Et comment voyez-vous cette réalité? Alors, là aussi, je reviens au fond un peu à l'histoire. Après les indépendances, il y a eu un mouvement de panafricanisme extraordinaire, hein, des moments de joie, de retrouvailles. On partageait des choses communes, on partageait les mêmes sentiments de liberté, d'indépendance. Et puis, il y a eu cette vague de rigueur très très forte qui a porté ses fruits. Hein. C'est la vague des plans d'ajustement structurel et que tous les Africains connaissent d'ailleurs. Hein. Il suffit de dire PAS, le mot PAS, P-A-S, et tout le monde réagit. Qui a été au fond une période assez douloureuse que nos frères subsahariens pour laquelle ils ont payé le prix, et aujourd'hui on voit que leur banque, que leur système économique est plutôt sur une tendance plutôt prometteuse, parce qu'ils ont payé le prix de cette rigueur. Si vous voulez, pendant cette période, il y a eu une séparation malencontreuse entre, je dirais, les Afriques, hein, et en particulier le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, nous sommes en train de provoquer ce comeback. Non pas de le provoquer par force, mais on sent de part et d'autre qu'il y a une volonté. Je vais citer l'exemple de l'ASTB, par exemple, la Société tunisienne de banque, qui est un acteur historique du développement de la Tunisie d'abord, et du développement de l'Afrique aussi, à travers sa filiale Sony Bank au Niger. Eh ben, la volonté de l'ASTB aujourd'hui, c'est de renouer avec ce passé et de rebondir au fond sur cet acquis pour développer un vrai panafricanisme bancaire. Et je vous dirais, Hicham Ben Yaïch, c'est ce que nous souhaitons développer au sein du club. Eh bien, les banques africaines, c'est vraiment un sujet inépuisable. D'affaires Saïdan, je vous remercie d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes professeur à la Schema Business School et que vous êtes un membre actif du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Merci, à bientôt. Merci, Hicham Ben Yaïch.